Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, on est en avril, le beau temps revient, et du coup, ce mois-ci, c'est Laurie Wired, la reverseuse qui est en miniature pour illustrer la vidéo. Donc Laurie Wired, on peut voir sa chaîne YouTube ici, donc c'est une reverseuse très à l'aise en communication, ce qui est très rare, les profils qui sont forts en reverse et forts en communication en même temps. Et du coup, comme on peut s'en douter, on va faire un petit peu de reverse sur cette vidéo, mais du reverse offensif, puisque le but du jeu, ça va rester de compromettre une machine hack the box qui s'appelle Gison. Et donc on va partir sur Gison à la Toison d'Or. Mais avant ça, comme chaque mois, il y a une petite minute frime. Alors ce mois-ci, c'est pour parler vite fait du Mini Pro Lab Mythical, tiens, il sort en premier. Voilà, donc un Mini Pro Lab intéressant pour jouer avec le framework C2 Mythique. Si vous avez jamais joué avec, c'est l'occasion. Je dois avouer que moi il m'a pas ce framework C2 m'a pas impressionné positivement. Je trouve que l'interface c'est pas du tout pratique et faut passer son temps à faire des refresh, sinon l'état de l'interface c'est pas bon. Enfin bref, j'ai pas été impressionné par le framework C2 mythique, mais c'est intéressant de voir qu'il existe et de jouer un petit peu avec. Et au passage aussi, je vais parler de Lord of SQLi, qui est un site assez ancien pour pratiquer l'art de l'injection SQL. Et donc, ce qui est intéressant sur ce site, c'est on peut facilement devenir site master. Donc site master sur Witchal, c'est quand on compromet l'intégralité des challenges d'un site. Et là, on voit que sur celui-ci, il y a du monde, les 50 premiers, on est plus de 50 à avoir compromis l'intégralité du site. Donc ça permet de récupérer pas mal de points sur Witchal et de pouvoir dire qu'on a compromis l'intégralité des challenges d'un site. Voilà pour la minute frime. Et ensuite on a la minute résistance ce mois-ci. C'est une étude qui est sortie et c'est bien parce que c'est mieux d'avoir des études que de se baser sur des impressions. Et donc on a une spécialiste des violences de genre à l'université de Durham, Claire McLean, qui a en 132 pages décrit un peu le constat de la problématique associée à l'IA et le fait que ça renforce les diverses problématiques de violence de genre. Donc c'est un peu l'impression que ça donne depuis un bout de temps, mais c'est toujours mieux que ce soit documenté, donc c'est très bien que ce sujet soit documenté et partagé pour qu'on ouvre le débat sur le sujet. Voilà pour la minute résistance, et on va pouvoir entamer la machine Gison qui est ici. Donc la machine est assez ancienne, elle date de 2019. Du coup, on va voir que c'est intéressant aussi de hacker des machines anciennes. Je vais en parler un peu plus en détail plus tard. Alors, allons-y. Comme d'habitude, j'ai déjà lancé le scan Nmap pour gagner du temps. Donc une palanquée de ports ouverts sur cette machine, y compris du 21 qu'on voit plus trop aujourd'hui pour le FTP, et un site sur le 80. Donc allons-y, allons voir le site. J'ai déjà un burp d'ouvert, donc on va se connecter en HTTP du coup sur ce site, puisque mon VPN est monté avec Hack the Box, et on a vu 2 secondes une interface qui a disparu pour afficher une lumière de login, donc ça sent
Ça sent le codage pas super secure puisque on affiche des éléments avant d'être authentifié, et du coup ça on peut le creuser si on regarde historique HTTP. Si on prend, je regarde la target, voilà, donc il y a pas mal de choses. Il y a compris un script JS ici qui semble contenir des choses obfusquées. Donc je rappelle, hein, le concept de déobfuscation, c'est l'action de convertir du code difficile à comprendre par un humain en le lisant en un format plus compréhensible. Donc pour faire ça, on peut utiliser par exemple jsnice.org. On va le faire ici par exemple. Donc je vais mettre ce code JavaScript à gauche, je clique sur Nicify et c'est déjà un peu plus compréhensible, même s'il faudrait, pour bien comprendre le code, encore le nettoyer, faire des remplacés, etc. Donc JS9 lui se base, comme c'est écrit ici d'ailleurs, hein, sur des renommages statistiques du type inference, je sais pas comment on dit en français, et donc de la déobfuscation. Ce qui, en tout cas, nous permet de comprendre rapidement ce qui se passe, c'est qu'on voit effectivement dans les chaînes de caractères au début du code JavaScript qu'on a bien il est où? On a bien du location, href. Du coup en JavaScript, hein, si on fait un window.location.href, ça fait une redirection vers autre chose, donc on imagine que c'est ce qui se passe là-dedans, ça redirige, ça affiche l'interface et ensuite ça redirige sur le login ici. Donc là en fait on n'a pas besoin de creuser plus, donc je vais pas le faire plus en détail, on pourrait pour s'amuser, mais là en fait la faille ça va être tout simplement admin pour se connecter, donc le login mot de passe par défaut sur plein d'endroits. Donc on pourrait se dire que la machine est de 2019 mais qu'aujourd'hui il n'y a plus ça. Eh bien non, encore en 2026 j'ai fait un red team sur un client, une multinationale, hein, et en fouillant sa surface d'attaque j'ai réussi à tomber sur un site où il y avait un prompt login mot de passe ou admin passé. Donc en 2026 ça marche encore, même sur les multinationales, de tomber sur ce genre de problématique. Et d'ailleurs ça va être assez... Enfin, le site sur lequel je suis tombé sur cette multinationale en question, il était vraiment vieux, hein. Je me rappelle plus de l'année, mais potentiellement 2019. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir comment compromettre des vieilles machines, puisque parfois il y en a qui restent en prod au fin fond d'un data center pendant longtemps. Alors ceci étant dit, donc regardons un peu les trames qui sont passées sur cette connexion. Donc on a eu le login, j'ai fait le post admin, ça renvoie ça, et on a eu l'index, donc l'affichage, et on a une API qui est contactée, qui renvoie un condensat a priori. Donc si j'essaie de jouer avec cette API, donc déjà je regarde si sans utiliser le cookie ça marche toujours. Et on voit que oui, hein, donc le cookie ne sert à rien ici pour l'authentification. Et si je modifie le bearer, on voit que par contre là l'authentification passe plus. Donc là il me dit attention, le format n'est pas en base 64. Si je supprime plus de caractères, on a carrément un message qui dit cannot deserialize JSON.NET object. Donc là on sait qu'il y a de la désérialisation. Donc la désérialisation, je vais pas en reparler, on en a déjà parlé. Si on regarde, c'était sur TNet. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez recreuser ce sujet ou creuser pour la première fois le sujet de la désérialisation. Mais du coup, grâce au fuzzing qu'on a fait sur ce bearer, on a pu se rendre compte qu'il y a bien de la désérialisation qui est effectuée sur ce bearer. Et donc le fuzzing, c'est une technique pour tester les logiciels. L'idée c'est d'injecter des données aléatoires dans les entrées d'un programme.
C'est un mot qui est assez fourre-tout aujourd'hui. Il y en a qui l'interprètent différemment en fonction si c'est du web, du binaire, etc., etc. Voilà, donc je suis pas trop fan du mot fuzzing, mais en tout cas là l'idée c'était de ce qu'on fait d'ailleurs assez souvent en pentest, hein, quand on a une API, on joue un peu avec les authentifications, et donc ça se trouve relativement facilement qu'il y a de la désérialisation ici. Donc pour cette désérialisation, on pourrait tout faire sur Linux, mais comme tout à l'heure on va avoir à faire du reverse, j'ai une machine Windows de lancer, une Flare VM, en tant qu'à faire, vu on va faire du reverse. Et donc pour l'instant ce qui nous intéresse c'est que c'est de la désérialisation. Donc la désérialisation, on peut jouer avec, et on l'a déjà fait d'ailleurs sur une précédente vidéo, YSO Serial. Et YSO Serial, il y a aussi une version .NET que je dois avoir ici dans mes outils, voilà ici. Alors par contre si on joue avec YSO Serial la dernière version, on va avoir un message d'erreur qui nous dit ouais la cible n'a pas PowerShell 3 version 3 puisqu'elle est trop ancienne. Donc ce que j'ai fait là c'est que je suis comme je sais que la machine elle date de 2019, j'ai pris la version au moment où la machine était sortie de YSOSerial.net, comme ça je suis dans les mêmes conditions que l'époque. Si on était en Red Team ou en Pentest, et ben du coup si on reprend l'exemple encore du Red Team où j'ai trouvé le vieux serveur, ben là je peux me baser sur comment ça s'appelle, les messages souvent avec les copyrights là, copyright telle année, ça permet un peu de voir l'année du serveur, et j'avais 100 questions sur ce serveur, donc voilà, il y a moyen de connaître l'année. En ayant l'année, on peut un peu avoir une version qui correspond à la cible. Du coup, donc ce YSO Serial, on va jouer avec. J'ouvre un terminal. Ici. Donc il y a pas mal d'options, d'objets avec lesquels on peut jouer. Comme c'est de l'exécution à l'aveugle, là on va pas avoir la sortie, on va faire comme souvent la tentative de connexion back, hein, avec un ping. Donc pour faire un ping, je récupère l'adresse IP que j'ai dans le VPN, parce que sinon ça va jamais aller jusqu'à chez moi. Donc 10 10 16 46, et on va lancer un Wireshark en fond pour voir si on récupère quelque chose. Ok, je sais pas ce que c'est ce bug. What? Wireshark et HS. Bon, comme j'ai la flemme de faire du debug, on va plutôt faire du TCP dump -i. L'interface c'est une 0 sur de l'ICMP en sudo, parce que sinon on n'a pas le droit. Je mets le mot de passe. Parfait. Donc si quelque chose arrive en ICMP sur notre machine, on le verra ici. Et donc je vais faire un YSOSerials.net.exe avec alors Object Data Provider. Donc là il y a pas mal de possibilités. Donc soit on fait de l'essai correction, soit on a d'autres éléments qui nous aident. Ici c'est par essai correction. Donc on est en .net et donc j'ai mis un ping vers ma machine, tout ça encodé en base 64 puisque notre bearer où il y a la désérialisation est encodé en base 64. Donc ça me crache une chaîne en base 64 que je copie et que je vais coller dans le burp ici. Bim. Allons-y. On a encore une erreur 500 mais avec un message d'erreur différent cette fois-ci. D'ailleurs on a même le code, enfin le répertoire où ça tourne. Et on a bien des pings qui arrivent sur notre machine, donc on a bien pu exécuter du code à distance sur la cible en faisant un ping. Donc là ce qu'on veut maintenant c'est faire un code qui nous intéresse, c'est-à-dire un reverse shell. Donc pour faire un reverse shell, il faudrait que la cible ait nc64.exe par exemple. Donc nc64.exe pour rappel, c'est net4 en 64 bits tout simplement sur Windows. Et du coup, je vais créer
un serveur SMB, un partage SMB, où je vais déposer le NC64 pour que quand j'exécute une commande sur Windows, il récupère un NC64 et il l'utilise pour monter un reverse shell avec cmd.exe. Donc je vais l'appeler Lisbeth Share. Je vais utiliser une paquette pour mettre le serveur SMB en écoute. Et il faut que je mette dedans nc64.exe. Donc je le fais de ce pas, ça vous le voyez pas, mais je ferai un ls pour vous confirmer ce que j'ai fait. Tac tac, Lisbeth, ping. Donc si je reviens ici et que je fais un ls de Lisbeth Share, voilà, j'ai mis un nc64.exe dans le répertoire. Et donc nous on va mettre un serveur en écoute, mais nous on est sur Linux, donc ça nc suffira à l'nvp 443. Et quelle commande je vais faire sur la cible? Eh ben je vais lui dire de venir taper ma machine, je peux le couper. Je vais lui dire de taper le partage de ma machine 10.16.46 sur le partage Lisbeth Share, d'utiliser le nc64.exe qui est dans le partage, et de faire un reverse shell vers le port 443 avec ce nc.exe vers chez moi. Voyons si ça marche. Donc je retourne sur la Flare VM, toujours avec YSO Serial. Ce coup-ci, hop, je vais modifier la commande. Voilà, hein, donc récupération sur le partage Lisbeth Share de nc64.exe que je mets en -e cmd.exe pour un reverse shell vers ma machine sur le port 443. Tout ça toujours en base 64 puisque le vireur est en base 64. Je prends la sortie de YSO Serial, je la mets sur notre requête dans Burp. On a toujours l'erreur 500 et c'est parfait, du premier coup on a le reverse shell qui est venu, qui a été monté en tant que JSON user pool. Donc l'exécution de code à distance a marché, on a maintenant un foothold sur la machine cible. Donc ici, pour aller plus vite, je vais directement sur la bonne piste. Donc la bonne piste ici, c'est de lister un peu les différentes choses qu'il y a sur cette machine, et on voit qu'il y a une chose qu'on voit pas souvent, le sync to FTP. Donc si on regarde, il y a un exécutable et un fichier config. L'exécutable qu'on appelle aussi parfois binaire. Alors je rappelle d'ailleurs au passage que binaire c'est un abus de langage, hein, puisque un binaire ça peut être plein de choses. Il y a plein de choses qui sont binaires, les flux, etc., etc. Mais quand on dit un binaire en général, ça veut dire un fichier binaire, donc un fichier informatique qui n'est pas assimilable à un fichier texte. Et on a aussi un point config qui lui en général est par contre du texte, donc on va essayer de l'afficher. Et ce fichier de configuration, on voit que c'est pour dialoguer avec le serveur FTP. On voit qu'on a un user mot de passe a priori encodé en base 64 et on voit qu'on a une security key. Donc à mon avis c'est carrément plus qu'encodé, c'est carrément chiffré. Mais on peut faire un check en faisant par exemple sur le mot de passe qui est souvent la valeur qui nous intéresse le plus. Base 64-D. Marche pas, donc effectivement il y a du chiffrement quelque part. Donc pour comprendre quel chiffrement est appliqué, on va avoir besoin de récupérer le fichier le binaire. Donc je vais copier sur notre fameux partage le synclocation.exe, je le mets sur notre partage déjà ouvert, et comme ça si je vais sur le partage de Lisbeth, j'ai bien le fichier récupéré. Et si je regarde un file dessus, c'est du .net en 32 bits. Donc on va pouvoir faire du reverse. Alors là c'est relativement facile, hein, comparé à la vidéo de Laurie Wired, vous verrez que le programme est beaucoup plus simple à comprendre. Bon là c'est pas du C, faut dire aussi, c'est du .net, c'est plus simple.
Donc on l'a déjà fait, hein, on a déjà fait du reverse du .NET avec dnspy. Donc là je vais refaire cette solution qui est quand même bien pratique quand c'est du .NET. Donc je lance dnspy. Ah bah je l'avais déjà fait, j'avais oublié de l'enlever, donc là j'ai fait ouvrir, je suis allé chercher le fichier file qu'on vient de récupérer là, comment il s'appelait, synclocation.exe, donc il est là, et donc dans ce fichier synclocation.exe, je me suis juste promené pour chercher le main qui est où, main il est là. Donc le main il fait quoi? Il instancie un service 1. Et quand on va voir ce service 1, on voit que il y a une initialisation. Et après on start, on stop. Il y a pas mal de choses. On voit ici que il prend dans texte la destination folder, dans texte 2 la source folder, dans texte 3 le user, et texte 4 le mot de passe. Et ce texte 3 ensuite il est décrypté pour être mis dans texte 5. Donc le mot user est décrypté et mis dans texte 5. Et le mot de passe texte 4 est décrypté pour être mis dans texte 6. Donc la décryption, le déchiffrement en français nous intéresse fortement. Donc allons voir à quoi ça ressemble. Donc on a une conversion depuis base 64, ça confirme que c'était bien du base 64, le user et le mot de passe dans le fichier de configuration. Ensuite on a la récupération de la security key, hein, je rappelle que si on va ici il y avait une security key avec une value qui n'était pas en base 64, donc celle-là elle est récupérée directement dans le programme. Et ensuite, il y a l'utilisation du condensat, enfin de la fonction de hachage MD5, qui permet donc d'appliquer ça sur texte. Texte ici, ça correspond à la security key. Et avec ce hash, on a ensuite du triple DES, donc du chiffrement symétrique qui est appelé en mode ECB, padding, mode PKCS7. Et qui est appliqué le array2 là on voit pas, ah ouais, il est là, avec comme clé le array2. Donc a priori c'est le condensat MD5 de la security key qui sert de clé de chiffrement symétrique en triple DES pour déchiffrer ce login mot de passe. Donc si on fait un script Python par exemple, si on est plus à l'aise en Python comme moi par rapport à d'autres langages, je vais le faire, je vais revenir sur la Linux pour le faire. On va le faire ici à la racine. On va l'appeler decrypt.py. Et donc, si je mets dans ce script Python ce que je viens de dire en fait, avec une implémentation Python, on pourrait faire un truc qui ressemble à ça. Donc on fait quoi? On importe les librairies qui vont bien, à savoir base64, hlib pour le MD5, triple DES et unpad pour la crypto. Ici je vais mettre le user qui était là, je le mets ici, le mot de passe encodé qui est là, je le mets ici, la case security key, ici on l'appelle kstr, et elle est là. Et donc on crée une fonction pour déchiffrer, on décode le base 64, on applique le MD5 sur la clé KSTR, on déchiffre donc en ECB en triple DES le C2 chaîne et on les renvoie. Et donc ici je décrypte d'abord les users et ensuite le mot de passe. Tout bête, mais c'est plus simple en Python qu'en C#. Du coup je vais juste avoir besoin de faire un environnement virtuel pour mettre
pcryptodom qui est pas par défaut dans Python sur Kali, puisqu'on utilise pcryptodom pour le déchiffrement des VS notamment. Et j'ai plus qu'à lancer le script qu'on a appelé decrypt. Et voilà, il arrive bien à déchiffrer le login et le mot de passe qui était présent dans le fichier de configuration ici. Et donc ce login mot de passe, ils servent à quoi? On avait vu que c'était pour taper le FTP en localhost, mais comme on a vu sur le scan and map que le FTP était exposé, on va pouvoir le taper directement. Donc je tape le FTP directement. Ça me demande un user, je vais mettre donc superadmin, on vient de le trouver, et le mot de passe funnyhtb. Et parfait, on est logué. On est logué sur la machine et a priori directement dans le répertoire, dans un répertoire utilisateur en tout cas. Et si je vais dans desktop, on voit qu'il y a le root.txt, donc on doit être bien dans le répertoire de l'administrateur. Je peux faire un get puisque le FTP ça sert à transférer des fichiers. Et si je récupère le fichier et que je l'affiche, on a bien le flag root, donc on a bien compromis l'intégralité de la machine. Si on veut un shell, je ne vais pas le faire, mais on peut utiliser par exemple la méthode diaghub qui permet donc, une fois qu'on a les droits d'écriture administrateur sur une machine Windows, ben on écrit au bon endroit et le diaghub va exécuter le code qu'on a écrit. Voilà, donc elle est vraiment compromise, on est administrateur de cette machine Windows. Donc si on est côté Blue Team, qu'est-ce qui va pas sur cette machine? Bah déjà le truc le plus évident c'est évidemment admin, on met pas ça comme mot de passe. Donc le fait aussi de l'application est mal codée, elle affiche des informations intéressantes avant de demander le login mot de passe, hein, donc ça il faut modifier ça au niveau du code. Évidemment la désérialisation à corriger pour que il n'y ait aucune désérialisation qui soit faite sur des données qui soient manipulables par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et après sur la Privesc, c'était quoi? Bah c'était là on pourrait dire. En plus sur la Privesc, là j'ai utilisé cette technique là, mais il y a plusieurs possibilités. On aurait pu taper directement le serveur FTP depuis l'intérieur pour changer le mot de passe au lieu de s'amuser à le déchiffrer. Et on aurait pu aussi utiliser comment ça s'appelle, pas Juicy Potato à l'époque pour élever ses privilèges, puisque quand on a récupéré le reverse shell, on avait des droits déjà assez costauds, comme on peut le voir ici. On avait SEM personnel privilège, donc on aurait pu aussi faire ça, c'était plus classique et je pense que c'est une solution qui a été plus utilisée, mais là je voulais parler un peu de reverse, donc on a fait le reverse de cette application .net. Voilà, donc pour corriger l'application, éviter d'avoir des mots de passe en dur dans les applications, donc ça c'est pour corriger la méthode qui utilise le reverse. La méthode qui utilise directement le FTP pour taper dessus, là, je suis pas sûr qu'il y ait une correction possible. En tout cas, de toute façon, déjà le FTP en port 21, on oublie, il faut passer en FTP sécurisé, et puis si possible, utiliser des serveurs différents entre le serveur FTP et le serveur applicatif. Et donc si c'était la solution Juicy Potato, bah ça il faut mettre à jour et il faut essayer de restreindre les privilèges associés au compte utilisé, et ici associé au compte comment il s'appelle, app pool, user pool. Voilà pour la Blue Team, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.